Mesdames et messieurs, merci de choisir Congo Buzz Télévision pour vous informer. Tout de suite, voici le sommaire de ce journal. La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du président de la République, à 13 ans de travaux forcés dans les dossiers relatifs au détournement des fonds alloués au financement du projet 100 jours. La Cour de cassation a renvoyé le dossier pour être réjugé avec de nouveaux juges. Craignant la force de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo, le M23 sollicite des négociations avec le gouvernement congolais. Les rebelles ont fait savoir leur position à travers un communiqué rendu public ce dimanche 10 avril. Au Sud-Ubangi, le gouverneur annonce pour bientôt le finissage des travaux de construction de l'université de Libenge, abandonnée à son triste sort depuis plus de 2 décennies. Ouvrons ce journal par la main tendue des rebelles du mouvement du 23 mars, M23, en sigle qui se disent prêts à négocier avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils ont fait savoir leur position à travers un communiqué rendu public ce dimanche 10 avril. Jules Mbillet et Bienvenue Yaye ont signé ces reportages. Le mouvement M23 s'est dit favorable au dialogue avec les gouvernements de Kinshasa. Cette prise de position est contenue dans un communiqué qu'il a rendu public ce 10 avril 2022 à Goma. Pour matérialiser sa bonne volonté, le M23 a annoncé son retrait de quelques localités par lui occupées, dont le territoire de Rutshuru. Toutefois, selon nos sources, le M23 dit n'avoir nullement l'intention d'administrer les localités conquises. D'autre part, la société civile s'oppose à toute forme de dialogue, négociation du M23 avec le gouvernement de Kinshasa. Elle estime que ce n'est pas la première fois qu'il ait une négociation et toutes les fois qu'elle a été, c'était un fiasco. Si on en paraît que le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont attendus le 14 avril en visite officielle à Goma et Bunia, afin d'entamer des pourparlers avec les mouvements rebelles. Le mouvement rebelle a enfin exprimé son intention de remettre au comité international de la Croix-Rouge les militaires capturés sur la ligne de front en vue d'une prise en charge appropriée. Et en justice, la Cour de cassation vient d'annuler la décision de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du président de la République, à 13 ans de travaux forcés. La Cour de cassation a renvoyé le dossier pour être réjugé avec des nouveaux juges après avoir soulevé quelques exceptions liées à la violation de la loi dans les verdicts rendus au premier et au second degré. Esther Amissi nous en dit plus. La décision a été prise au cours d'une courte audience à huis clos. Les juges ont motivé leur décision par le fait que l'arrêt d'appel était entaché des vices de procédure. En effet, expliquent les juges, la cour d'appel avait continué à juger Vital Kamerhe dans le dossier 100 jours pendant que celui-ci avait récusé sa composition et avait déjà saisi la cour constitutionnelle. La cour de cassation estime donc que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a violé l'article 104 du Code des procédures pénales en examinant les dossiers alors qu'ils n'étaient pas en état. De quoi rassurer les avocats de la défense. La Cour de cassation, en ayant cassé avec renvoi la décision ou l'arrêt de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, la Cour de cassation a instruit les juges de fond, à l'occurrence les juges de la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, qui doit observer le prescrit de l'article 104 alinéa 3. Ce qui veut dire que la cause a été renvoyée devant la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, autrement composée, qui doit réexaminer sa saisine et à l'issue doit réexaminer les fonds de l'affaire que nous espérons pourra aboutir en faveur de M. Kamerhe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire qu'au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base des différents éléments. Nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même
les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets cours de cassation, puisqu'on croyait à cet état de droit. Nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droit par devers la cour d'appel de Kinshasa et nous sommes confiants, puisque les éléments sont clairs, le président Kamere est innocent. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais cette fois avec une autre composition afin de la rejuger dans son fond. Déjà rare depuis quelques semaines à Kinshasa, la hausse du prix du carburant n'est plus à éviter selon Emery Mbati, président du regroupement des sociétés pétrolières privées. Maria Maba pour ses reportages. S'approvisionner en essence le week-end qui s'est achevé à Kinshasa dans certaines stations de service a été très difficile. Des longues files de véhicules et motos ont été observées dans quelques stations-service qui ont vendu pendant que plusieurs autres sont restées fermées. Cette situation fait d'une part le bonheur de revendeurs appelés communément Kadhafi qui en profitent pour spéculer sur les prix du litre d'essence qui est passé du tarif normal au double, et d'autre part, des motards qui en font un bon marché en doublant, voire même triplant le coût de trajet. En effet, cette hausse de prix du carburant impactera non seulement sur les tickets de transport en commun, mais aussi dans les secteurs aérien, fluvial et voire même routier, surtout en ce qui concerne le transport de marchandises de points de production aux centres commerciaux. Cependant, cet impact se fera de plus encore sentir sur les prix de biens sur les marchés qui connaissent déjà une hausse depuis des semaines. Ainsi, le gouvernement sera en pourparlers avec les opérateurs pétroliers en début de cette semaine pour permettre à tout le monde de continuer à travailler normalement. Notons qu'au mois de mars, le gouvernement avait subventionné les entreprises pétrolières de 42 millions de dollars, soit 1400 francs sur chaque litre, afin que le prix à la pompe reste le même pour que le peuple ne subisse pas le poids de la crise russo-ukrainienne. Et au Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula s'est entretenu avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo qui séjourne dans cette province pour une mission officielle. Les deux personnalités ont échangé autour du renforcement de la coopération sino-congolaise dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de la formation professionnelle. Suivez ces propos de l'ambassadeur chinois recueillis par Daniel Kamboa. On a eu beaucoup d'échanges sur le renforcement de notre coopération, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'industrie manufacturière, la formation professionnelle, l'agriculture. Donc il y a des visions cohérentes qui se forment. Cette année-là marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Nous sommes convenus qu'il faut saisir cette opportunité pour travailler davantage, pour créer encore plus de conditions favorables à notre partenariat. Nous avons aussi parlé du renforcement du dialogue, des échanges humains entre les deux peuples et réitérer la disponibilité du gouvernement chinois à encourager davantage d'entreprises chinoises à investir en RDC, en particulier dans la province du Haut-Katanga, dans l'amélioration des infrastructures et aussi dans le développement de nouvelles industries. Créer des conditions pour favoriser le renforcement de l'amitié entre les compatriotes chinois et le peuple katangais. Inachevé et abandonné à son triste sort, les travaux de construction et de finissage de l'université de Libenge vont bientôt reprendre grâce au plaidoyer mené par le gouverneur de la province du Sud, Ubangi, auprès du gouvernement central. Esther Bompoko et Debo et Maria Maba pour plus de détails.
Le gouverneur de la province du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, a échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, sur la nécessité de relancer les travaux de construction de l'université inachevée de Libenge, amorcée il y a de cela plus de 2 décennies par le maréchal Mobutu. Selon le gouverneur Jean-Claude Mabenze, les travaux qui restent à parfaire sont moins coûteux en termes de réalisation des bâtiments, mais il faudra cependant assainir l'environnement, réhabiliter un certain nombre de bâtiments et les équiper. Je suis passé ce soir au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, lui présenter les dossiers de l'université inachevée de Libenge. Je crois que vous avez vu, comme tout le monde, une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux qui présentait cette université. Effectivement, il fallait que nous venions officiellement rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et lui exprimer nos attentes par rapport à l'achèvement de travaux de cette université. C'est la raison d'être de notre présence ici ce soir. Aussi bien ce soir avec le ministre que le matin avec le cabinet du Premier ministre, il a été question de prendre des initiatives dans le sens d'assurer les débuts de travaux d'achèvement de cette université. Vous savez, c'est un patrimoine qui est longtemps resté en déshérence et il était temps que on s'en occupe parce que dans le Sud-Ubangi et dans le Grand Équateur en général, nous n'avons pas un établissement d'enseignement qui a ces potentiels-là en termes de patrimoine immobilier. Et si nous finalisons le projet autour de cette université, demain nous aurons une grande université avec des facultés modernes comme celle de l'environnement, de l'agro-industrie, une faculté de géologie et de médecine traditionnelle. Rappelons que cela fait plus de 2 décennies que ce projet est abandonné à son triste sort. C'est ainsi que l'autorité provinciale a amené un plaidoirie auprès du gouvernement Samalou Kondé en vue de la relance des travaux de construction de cette université qui est restée à ce jour logée dans des herbes, pendant que les jeunes diplômés de cette province traversent des kilomètres et des rivières pour poursuivre les études universitaires à Mbandaka, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. En séjour à Nairobi où elle accompagnait le président de la République, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est entretenue avec Margaret Kenyatta, première dame du Kenya. Les 2 personnalités ont axé leur discussion autour des questions liées à l'éducation, à la santé et du bien-être de la population. Les 2 ont décidé de mutualiser les efforts en faveur des populations à travers leurs fondations respectives. Suivez. En séjour au Kenya où elle accompagnait son époux, le chef de l'État congolais, Denise Nyakeru Tshisekedi a eu des échanges avec la première dame du Kenya, Margaret Kenyatta. L'épouse du chef de l'État congolais a porté un intérêt particulier sur le mouvement Beyond Zero que dirige la première dame du Kenya. Cette initiative créée par l'épouse d'Ouhuru Kenyatta compte 10 ans d'existence. Beyond Zero vise à compléter les efforts du gouvernement du Kenya pour réduire la mortalité maternelle, réduire la transmission du VIH et d'autres maladies de la mère à l'enfant. Beyond Zero Alpha Marathon est un marathon annuel organisé dans le but de collecter les fonds pour financer les cliniques mobiles à travers les pays. Beyond Zero Mobile Clinic. L'autre déclinaison de l'initiative de la première dame du Kenya, c'est aussi l'Institut Margaret Kenyatta pour les genres et le développement social. Il a été créé au sein de l'école d'administration publique du Kenya pour promouvoir l'égalité des sexes et le développement social. C'était une visite enrichissante, l'opportunité pour la première dame de la RDC, pour la fondation, de pouvoir voir ce qui déjà est réalisé ici. Ça va faire plus de 10 ans que la première dame du Kenya
travaille avec sa fondation. C'était donc pour nous une opportunité d'apprendre de ce qu'elle a eu à réaliser, de ce qu'elles ont déjà, elles ont déjà réussi à faire ici et de quelle manière on peut aussi s'inspirer de ses conseils, de son expérience. Et c'est donc pour nous l'opportunité de voir de quelle manière, bien sûr, nous pourrions conjuguer les efforts ensemble pour que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Des questions de santé publique à la prise en charge de la fistule obstétricale ou encore de l'autonomisation de la femme à l'appui du système éducatif de leurs pays respectifs, Denise Nyakeru et Margaret Kenyatta attendent ainsi mutualiser les efforts pour plus d'efficacité dans le combat commun à leur structure au profit des populations. Et parlons santé, dans ces journaux, le système immunitaire est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps humain contre les infections et d'autres maladies. Pour le maintenir en forme, il est conseillé de manger régulièrement des fruits et légumes. C'est ce qui ressort de l'interview accordée à Deborah Wamba pour les comptes de Congo Best Télévision par les docteurs Espérance Mayala. Suivez. Le système immunitaire ou système de défense a pour mission de protéger l'organisme contre des envahisseurs étrangers ou dangereux. Ces envahisseurs peuvent être micro-organismes généralement appelés germes, bactéries, virus ou champignons. Un système immunitaire fort lutte contre tout agresseur extérieur et les cellules cancéreuses. Il sélectionne ce qui appartient au corps et ce qui n'en fait pas partie. En effet, si les systèmes immunitaires ne fonctionnent pas bien, il confond des substances intérieures et extérieures. Il peut attaquer les propres tissus de l'organisme qui conduit à des maladies auto-immunes. Ce faisant, entretenir son système de défense s'avère donc impérieux. Mais la question reste à savoir, comment prendre soin du système immunitaire? Dr Mayala Espérance explique. En général, quand on parle de système immunitaire, c'est un peu comme l'armée dans la République. Et nos soldats à nous, ce sont des globules blancs. Les globules blancs, ce sont des cellules qui se développent à partir de certains organes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir maintenant ce système de façon générale? Nous avons des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques. Quand je dis pharmacologique, c'est-à-dire il y a des médicaments qu'on donne, des supplémentations qu'on donne. Et non pharmacologique, c'est qu'il y a des mesures qui ne demandent pas l'usage des médicaments. Entre autres, dans ces mesures non pharmacologiques, nous avons la nutrition qui intervient. Nous avons aussi l'exercice physique qui intervient. Dans la nutrition, nous avons l'usage des fruits et légumes en général. Mais nous recherchons plus la vitamine A, la vitamine C aussi. Nous recherchons la vitamine E en fonction de la localisation, comme je disais, de ces éléments qui vont nous permettre à nous défendre. Il existe plusieurs sortes de systèmes de défense dans le corps humain, dont les thymus constituent la base des protections, prenant en charge 60% des luttes. De ces faits, une bonne alimentation le maintient en équilibre. La santé n'a pas de prix, dit-on, et la consommation des fruits et légumes n'exige pas une fortune. Et toujours au chapitre de la santé, depuis 1997, le monde célèbre la journée internationale des maladies du Parkinson. Qu'en est-il de cette pathologie? Esther Mpinda et Deborah Wamba pour plus de détails. Partout dans le monde, 1,5% de la population de plus de 65 ans, hommes comme femmes, souffrent de la maladie Parkinson. Voilà pourquoi le monde célèbre en date du 11 avril la journée mondiale de cette maladie et profite de l'occasion pour sensibiliser la population sur les enjeux de la maladie. La maladie de Parkinson est une affection dégénérative qui intervient au niveau des neurones responsables des mouvements du corps. À ce jour, les causes de cette maladie n'ont pas encore été connues, si ce n'est que quelques cas d'hérédité, mais aussi aucun facteur de risque de contamination n'est connu avec certitude.
Le premier symptôme de la maladie de Parkinson sont la réduction de l'activité, la fatigue anormale, des douleurs mal localisées, des difficultés d'écriture, tremblement d'une main. Dans la progression de la maladie, les autres signes qui apparaissent sont la lenteur dans le mouvement, la rigidité, le tremblement, les troubles digestifs, l'insomnie, la somnolence, les sueurs, des bouffées de chaleur, une salivation excessive, la pression, l'anxiété, l'inhabilité ainsi que des idées de persécution. Rappelons que la maladie de Parkinson fut décryptée pour la première fois par James Parkinson en 1817 sous la nomination paralysie agitante. Et on change de chapitre pour parler de l'environnement dans ces journaux. Les communautés locales doivent être privilégiées dans différents programmes de sensibilisation sur le réchauffement climatique. C'est le point de vue de Gérardine Deyad, point focal des Global Scientist Rebellion en République démocratique du Congo. Bienvenue Yaï pour ces reportages. La sensibilisation sur les réchauffements climatiques initiée par Global Scientist Rebellion, appelée à s'étendre dans les Congo profonds, c'est le point de vue de Madame Deyad de Gérardine, point focal de cette structure humanitaire internationale en République démocratique du Congo. Elle fonde son opinion au regard de la déforestation en grande échelle dans des villages, notamment par les industriels de bois et les paysans qui pratiquent l'agriculture pour leur survie. Je suis très satisfaite par cette manifestation. On a atteint nos objectifs, parmi lesquels nous avions visé surtout le corps scientifique. Nous avons cherché à conscientiser tout et chacun sur la question climatique et écologique, parce que nous courons un risque sérieux de la perdition de notre planète. C'était vraiment la quintessence de cette conférence. Aujourd'hui, après avoir tenu la conférence, je suis très satisfaite des résultats parce que les participants, les intervenants, tout le monde était à la hauteur et on est sorti de la conférence en comprenant au moins quelque chose sur la crise climatique. La prochaine étape, nous voulons à ce que toutes les personnes conscientisées deviennent des ambassadeurs ou bien des acteurs dans leur coin pour essayer, peut-être dans des familles, dans des églises, pourquoi pas atteindre jusqu'à les autorités étatiques de comprendre cette crise climatique afin que ça soit vraiment une menace existentielle à ne pas ignorer. La conférence ne se tient pas seulement ici à l'Université de Kinshasa, c'est aussi à Goma, on a organisé à l'Université de Goma, à Boende également, mais ici à Kin, on a commencé d'abord à l'Université de Kinshasa et puis on va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Pour M. Jérémy Salvador Salabiakou, communicateur de cette structure, les ONG du secteur de l'environnement devraient mutualiser leurs efforts afin d'évaluer les options fondamentales permettant aux agriculteurs et environnementalistes de s'adapter au changement climatique occasionné par la pression des activités humaines sur la forêt. Les amis écologistes, rejoignez-nous, c'est la même lutte que nous avons tous. Voilà pourquoi nous disons que c'est un rappel massif à tout le monde, que tout le monde est consciencieux de son environnement, parce qu'on parle de l'effet de serre, on parle de CO2, nous sommes bénéficiaires de ces choses. Donc on doit alors, nous, tous travailler pour que nous puissions tous lutter contre cela, car c'est pour notre avenir et l'avenir de demain. On ne veut pas que cette terre soit détruite, car c'est notre habitation. Signalons que le vendredi 8 avril 2022, Global Scientist Rebellion avait organisé une conférence à l'université de Kinshasa à l'intention des étudiants de la faculté d'agronomie. Direction la province du Kwilu, un projet d'alimentation en eau potable par le forage est déjà opérationnel dans la localité de Mpene-Mukoko en territoire de Boulungu. Bienvenue Yaï nous explique ces projets communautaires dont de M. Bovik Antossi Ideda. Suivez. De la rivière, hein? Le village Mpene-Mukoko, dans le secteur de Niadi en territoire de Boulungu, dans la province du Kwilu, doté de 4 forages d'eau potable, dont des filles du terroir sur fonds propres.
L'ingénieur Bovik Antosi Ideda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a initié différents points de captage d'eau pour desservir la communauté confrontée aux problèmes d'eau pour la cuisson et autres travaux ménagers. Ici, nous sommes à l'endroit où on avait foré de l'eau et c'est ici où on a fait l'adduction d'eau. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle margelle. Ça, c'est la margelle. Je vais ouvrir la margelle. Voilà. Ici, là, c'est ici où se trouve notre château d'eau. Notre structure est là. Nous avions expliqué de l'autre côté que l'eau qui a été tirée de l'autre côté, à la rivière, va venir jusqu'ici. Et nous avons notre arrivée ici. L'arrivée de la tuyauterie que nous avons vue là, l'arrivée est ici. Et ça va monter par là, jusque dans la citerne. Et le retour, c'est ici. Ça va descendre par ici. Et nous avons nos différentes distributions vers les bornes fontaines. Un château d'eau d'une capacité de 4,5 mètres cubes pour une réservation d'eau est également installé pour faciliter la distribution vers les 4 fontaines. Une initiative saluée par les chefs coutumiers et les notables Kibala. Merci. Merci beaucoup aux ingénieurs pour le travail abattu. Et j'ai dit également merci à vous pour avoir pensé aux mamans. Et vous nous avez soulagé de la peine d'aller chercher de l'eau dans la brousse. Que Dieu bénisse les ingénieurs Singhi et Baudrigue d'aimer ensemble. Merci une fois de plus. Merci pour votre venue ici au village. Les mamans, ensemble avec le village, sommes remplies de joie parce que nous avons beaucoup souffert de ce problème d'eau. Les ingénieurs ont abattu un bon travail. Les mamans, papa et enfants sommes dans la joie et cela reste un souvenir. Nous sommes contents pour l'eau, mais il sera une bonne chose si prochainement vous installez des lampes. Ça sera une immense joie. Une bonne initiative, oui, sinon le comité local de gestion devra veiller sur la bonne tenue de ces projets pour le bien de la communauté. Autre chose dans ce journal, le jeune se drogue du matin au soir avec du bombé et passe leur journée à somnoler, à se gratter et à mendier. Un phénomène déplorable qui continue de persister en dépit des mesures prises par les autorités. Jacques Mounene et Deborah Wamba pour ces reportages. Le jeune somnole, se gratte, plane le regard dans le vide après être drogué. C'est depuis 2 ans que la vente de la drogue artisanale appelée communément bombé a soufflé parmi les jeunes oisifs à Kinshasa. Un stupéfiant fabriqué à base des résidus des pots d'échappement des véhicules mélangés aux produits pharmaceutiques comme la nutriline combinée avec du chanvre et le faux d'étain. Cette drogue se vend à 2000 francs la mesure. La tranche d'âge la plus dépendante à ces stupéfiants est celle des 16 à 35 ans. Les effets après la consommation sont la somnolence, le grattement, la fainéantise, la malpropreté et la mendicité. La drogue étant un produit toxique que l'on devient dépendant toute sa vie, l'État doit par ses autorités municipales agir avec plus de campagnes de mobilisation dans le but de ramener ces jeunes dans le centre de désintoxication. Rappelons qu'il y a 1 an que l'honorable Jean-Marie Lukulasi avait lancé une campagne de sensibilisation dénonçant le vendeur de cette drogue moyennant $100 aux dénonciateurs. Il avait aussi annoncé la construction d'un centre de désintoxication. Après sa non-qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo s'apprêtent à affronter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dont la phase finale est prévue en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Ces éliminatoires sont donc prévus dès le mois de juin
prochain. Alors, votre rédaction s'est penchée sur la question pour savoir quelles sont les mesures prises déjà au niveau du ministère des Sports, au niveau de la Fédération congolaise de football association et même au niveau du staff des Léopards pour permettre aux Léopards d'arracher leur ticket et participer à la phase finale de la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Tentative de réponse dans cet élément signé Daniel Kamboa. L'histoire du football africain retiendra la date du 29 mars 2022 au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc, où les Léopards de la RDC ont été humiliés par les Lions de l'Atlas en match comptant pour les barrages et retours qualificatifs d'une des 5 places africaines au mondial avec un score final de 1-4 buts obtenu par les Maroc à l'issue d'un match à sens unique. Si les ultimes matchs des barrages pour le Mondial Qatar 2022 de la zone Afrique ont connu un dénouement heureux pour le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc, la RDC qui avait l'ambition de chercher sa qualification au Maroc a reçu une douche froide jamais reçue par leurs aînés depuis les 50 dernières années par une sélection marocaine. Cette humiliation de la RDC par le Maroc doit pour une énième fois interpeller ceux qui sont aux commandes du sport congolais en général et du football en particulier. Car aujourd'hui, le sport est devenu quasiment une science où il y a des normes, des principes et des moyens qu'il faut mettre. Sans cela, l'on ne peut pas compter sur des 10 heures de bonnes aventures. Pour la plupart des pays africains qui se sont qualifiés, quasiment tous ont des académies de jeunes dans ces sports. Ils ont des championnats par catégorie d'âge et par région géographique. Ils ont des infrastructures et mettent des moyens conséquents. Si pour les ministres de la Défense, l'on cherche à mettre à ces postes un ancien militaire, à la santé un médecin, à la justice un avocat ou un magistrat, pourquoi au sport et à la culture l'on a toujours opté pour les politiciens malgré les échecs à répétition? N'est-ce pas diabolique de persévérer dans l'erreur? Ayant échoué à qualifier l'équipe, l'entraîneur doit être limogé et l'on doit chercher quelqu'un d'autre de plus motivé, plus dynamique. Les footballs, ce ne sont pas des incantations ou de la combinaison des labos et des conteneurs de fétiches. Le football qui est devenu une science a besoin de la préparation, d'une bonne lecture du match et de la correction des erreurs. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs et à les corriger. Sauf retournement des situations, c'est avec Hector Cooper que la RDC fera sa campagne des éliminatoires à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais avec quel climat? Car la majorité des joueurs des Léopards sont contre l'entraîneur selon une source proche des Léopards, donc potentielle absence consécutive des Léopards à la CAN 2023 en gestation. Attendons les tirages au sort des éliminatoires qui se fera le 19 avril pour connaître les groupes de la RDC. Pour l'instant, Hector Cooper va continuer de diriger les Léopards comme sélectionneur. Décision actée lors d'une rencontre d'évaluation tenue récemment par les animateurs de l'organe fêtière du football national sur l'avenir des Léopards et son sélectionneur Hector Cooper. Notons que les contrats initiaux signés par Hector Cooper courent jusqu'en 2023. Cependant, l'homme avait pour mission de qualifier la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022 avant toute autre chose. Le comité exécutif de la FECOFA, dirigé par Donancien Chimanga, le président Aïe, a décidé de garder l'Argentin à la tête de l'équipe nationale. Une des raisons poussées par les comités exécutifs de la FECOFA serait les éliminatoires de la CAN 2023 qui va commencer déjà très bientôt au mois de juin. Ils ont jugé bien de garder les sélectionneurs Hector Cooper pour une bonne stabilité, mais il signera un nouveau contrat avec de nouveaux objectifs. À ce du jamais vu dans l'histoire du football mondial. Quelqu'un qui a signé un contrat d'objectif avec une tâche précise de qualifier les Léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2022, il n'a pas réussi son objectif. À quoi il aura obligé de qualifier la RDC pour la CAN 2023? D'ailleurs, selon un sondage,
Plus de 70% des Congolais sont pour les nouveaux dirigeants en remplacement de tous les dinosaures de l'ère Omari. En route vers la deuxième absence consécutive à la CAN, si Hector Cooper signe un nouveau contrat, c'est la question qui reste suspendue dans les chefs des Congolais et les amoureux du ballon rond. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des titres. La Cour de cassation vient d'annuler la décision de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés dans les dossiers relatifs au détournement des fonds alloués au financement du projet 100 jours. Elle a renvoyé les dossiers pour être réjugés avec de nouveaux juges. Craignant la force de frappe des FARDC, le M23 sollicite des négociations avec le gouvernement congolais. Les rebelles ont fait savoir leur position à travers un communiqué rendu public ce dimanche 10 avril. Au sud d'Ubangui, le gouverneur annonce pour bientôt le finissage des travaux de construction de l'université de Libenge abandonnée à son triste sort depuis plus de 2 décennies. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.